Les portes de l'église s'ouvrirent avec la violence d'un orage en plein après-midi d'été, et toutes les têtes se tournèrent d'un seul mouvement. Le marié, debout devant l'autel dans son costume taillé sur mesure, tenait encore les doigts délicats de sa promise quand il la vit. Le temps sembla se figer en ce lieu saint. Alors que Chloé Brox franchissait le seuil, la tête haute, son bras enlacé à celui d'un homme à la ressemblance frappante. Le visage de la jeune mariée passa du pâle au rouge, puis de nouveau au blanc, tel un feu de signalisation devenu fou. Son cri de stupeur fut si fort qu'il résonna dans tout le sanctuaire. Des murmures éclatèrent de toutes parts, comme des grains de maïs dans de l'huile chaude. Personne ne pouvait détacher son regard. Personne ne pouvait expliquer ce qui se passait. Et en cet instant unique, la vie que Joseph Reeves avait si soigneusement construite, les mensonges qu'il avait racontés, les promesses qu'il avait rompues, tout s'effondra comme un château de sable balayé par un ouragan. Pour comprendre cet instant, il faut remonter le temps, il faut comprendre le voyage de Chloé et Joseph. Il faut ressentir ce qu'elle a ressenti avant que ce jour de mariage n'arrive. 25 ans. C'est le temps que Chloé Brox et Joseph Reeves avaient passé mariés. 25 ans de matin à se réveiller l'un à côté de l'autre, de rêves partagés, d'une vie bâtie ensemble à partir de rien, sinon d'amour et de détermination. Lorsqu'ils s'étaient rencontrés pour la première fois lors d'une conférence médicale à Houston, à la fin des années 1990, Chloé était une jeune pédiatre avec le feu dans les yeux et l'ambition au cœur. Elle venait de terminer son internat à l'hôpital Hermann Memorial et présentait une recherche sur les vaccinations infantiles. Joseph était là, représentant son entreprise, Coastal Oil Service, un homme à la présence forte et au sourire sincère qui lui donnait l'impression d'être la seule personne dans cette salle de bal bondée. Il n'était pas le plus bel homme qu'elle ait jamais vu, mais il y avait quelque chose en lui. Une bonté, une stabilité, une façon d'écouter qui donnait l'impression qu'il se souciait vraiment de ce que vous disiez. Joseph l'invita à danser ce soir-là, et elle dit oui. Il l'invita à dîner la semaine suivante, et elle dit oui à cela aussi. En 6 mois, il parlait d'éternité. En 1 an, il était à genoux, avec une bague que sa mère l'avait aidé à choisir. Un magnifique diamant qui captait la lumière comme une promesse matérialisée. Chloé dit oui sans hésitation, sans doute, sans la moindre idée que cet homme briserait un jour son cœur si complètement qu'elle se demanderait si l'amour qu'ils avaient partagé n'avait été qu'une illusion. Leur mariage commença comme un conte de fées. Ils achetèrent une modeste maison dans la banlieue de Houston, une maison de 3 chambres avec un petit jardin, où ils rêvaient de voir un jour courir des enfants. Chloé travaillait à l'hôpital pour enfants du Texas, où elle traitait des enfants pour tout, des otites à la leucémie. Elle aimait son travail avec une passion quasi spirituelle. Elle rentrait à la maison et racontait à Joseph des histoires sur ses patients. La petite fille qui devait être courageuse pendant sa chimiothérapie. Le petit garçon dont la mère pleurait de joie quand il fut enfin assez en bonne santé pour rentrer chez lui. L'adolescente qui voulait devenir médecin, tout comme le docteur Brox. Joseph l'écoutait, lui tenait la main, et parfois il pleurait aussi, ému par sa compassion. Joseph, de son côté, gravit les échelons chez Coastal Oil Service. Il avait commencé à un poste subalterne et, grâce à son travail acharné, son intelligence et son don pour que les gens se sentent valorisés, il devint un cadre intermédiaire supervisant plusieurs départements. Ils n'étaient pas riches selon les standards de Houston, mais ils étaient à l'aise. Ils pouvaient payer leur hypothèque, partir en vacances, dîner dans de bons restaurants. Plus important encore, ils avaient du temps l'un pour l'autre. Ils avaient une vie qui semblait pleine et pleine de sens. Mais une ombre planait sur leur mariage, année après année. Et cette ombre prenait la forme de la mère de Joseph, Barbara Reeves. Barbara était une femme qui avait élevé Joseph et son jeune frère, Jerry, avec des valeurs anciennes et des attentes traditionnelles. Elle croyait que le but premier d'une femme était de faire des enfants, de préférence des fils pour perpétuer le nom de famille. Elle avait fait son devoir. Elle avait donné naissance à Joseph à 23 ans et à Jerry à 25 ans. Elle attendait de sa belle-fille qu'elle fasse de même. Chaque Noël, Chloé et Joseph se rendaient chez Barbara pour les fêtes. Chaque Noël, sans exception, Barbara trouvait un moment pour prendre Joseph à part et murmurer assez fort pour que tout le monde entende. « Quand vas-tu me donner des petits-enfants, mon garçon ? Tu ne rajeunis pas. Et cette femme que tu as, eh bien, elle est trop concentrée sur son travail. Elle ne veut pas d'enfants. Tu devrais épouser quelqu'un qui te donnera ce dont tu as besoin. » Joseph lui répondait toujours la même chose, que Chloé était tout ce dont il avait besoin, qu'ils essayaient, que Dieu les bénirait avec des enfants quand le moment serait venu. Mais même en disant cela, Chloé voyait l'incertitude vaciller sur son visage. Elle voyait à quel point les mots de sa mère le dérangeaient, à quel point ils s'enfonçaient sous sa peau comme une écharde impossible à retirer. Pendant les 10 premières années de leur mariage, Chloé avait cru qu'ils auraient des enfants. Ils avaient essayé.
Ils avaient consulté des spécialistes de la fertilité, fait des tests, suivi divers traitements. Rien n'avait fonctionné. Après un certain temps, après le chagrin des tests de grossesse négatifs successifs, après l'épuisement émotionnel de voir ses amies devenir mères alors qu'elle restait sans enfant, Chloé avait fait la paix avec cela. Elle avait décidé que sa vie était toujours belle, toujours pleine de sens, toujours pleine de but. Elle était un médecin qui aidait des centaines d'enfants chaque année. Elle était une épouse qui aimait profondément son mari. C'était suffisant. C'était plus que suffisant. Mais Barbara Reeves ne l'accepta jamais. Chaque Noël devenait une épreuve que Chloé redoutait. Elle se préparait mentalement en se rendant chez Barbara, blindant ses émotions, préparant son cœur à l'assaut de commentaires, de questions et d'insinuations. Les commentaires commençaient de manière anodine. « Oh, Chloé, tu as l'air mince. Manges-tu correctement ?» Mais ils s'intensifiaient tout au long de la journée. Au dîner, Barbara faisait des remarques pointues. « Vous savez, la belle-fille de mon amie Margaret vient d'avoir son 3e bébé. Le 3e. N'est-ce pas merveilleux ? Je suppose que certaines femmes sont simplement plus fertiles que d'autres. » Ou elle attrapait Chloé dans la cuisine et lui chuchotait « Joseph a besoin d'une vraie femme. Quelqu'un qui veut construire une famille. Ne penses-tu pas que tu devrais envisager une autre carrière ? Ton travail te prend tout. » Le pire était de voir le visage de Joseph pendant ces échanges. Les premières années, il défendait Chloé avec passion. Il disait à sa mère d'arrêter, que Chloé était une vraie femme, la seule femme qu'il voulait, que sa carrière n'était pas l'ennemi. Mais avec le temps, ses défenses s'affaiblirent. Parfois, il ne disait plus rien du tout. Parfois, Chloé le voyait hocher légèrement la tête, comme s'il commençait à être d'accord avec sa mère. Le regard dans ses yeux passait du soutien à quelque chose de plus complexe, quelque chose qui ressemblait presque à du ressentiment. Et puis il y avait Jerry, le jeune frère de Joseph. Jerry était un homme entièrement différent. Il était plus sensible, plus artiste, plus émotif que Joseph. Il travaillait comme graphiste et avait toujours eu du mal à trouver sa voie. Mais il avait un bon cœur. Quand Chloé était entrée dans la famille, Jerry l'avait immédiatement adoptée. Il l'appelait sa grande sœur, et il le pensait. Pendant que leur mère faisait des commentaires cruels sur l'infertilité de Chloé, Jerry trouvait des moyens de la réconforter. Il s'asseyait avec elle dans le salon pendant que les adultes regardaient la télévision et lui racontaient des histoires pour la faire rire. Il lui faisait des compliments sincères sur son intelligence et sa gentillesse. Il lui rappelait qu'elle était appréciée, qu'elle comptait, que certaines personnes étaient destinées à changer le monde de différentes manières. Pendant des années, Jerry avait été là durant ses pénibles Noëls. Mais environ 5 ans après leur mariage, Jerry avait commencé à fréquenter une femme nommée Suzanne Benson. Suzanne était belle, vive et charmante. Mais elle avait une façon de tout ramener à elle. Elle n'aimait pas partager l'attention de Jerry avec sa famille, et bientôt la présence de Jerry aux réunions de famille devint sporadique. Parfois il venait seul, parfois il ne venait pas du tout. Chloé le regrettait pendant ces moments, regrettait sa gentillesse et son soutien délicat, mais elle n'en a jamais rien dit à Joseph, ne lui a jamais demandé de forcer Jerry à être plus présent. Elle savait que cela compliquerait les choses. Ce que Chloé ignorait, c'est que pendant cette même période, quelque chose de fondamental changeait dans le cœur de Joseph. C'était un changement lent, si graduel qu'aucun d'eux ne le remarqua avant qu'il ne soit trop tard pour l'arrêter. Joseph avait commencé à intérioriser les critiques de sa mère. Il avait commencé à croire que peut-être Chloé n'était pas suffisante, qu'il manquait peut-être quelque chose en restant avec elle. Il avait commencé à se demander si sa mère avait raison, si la carrière de sa femme était un symbole de son égoïsme, si sa concentration sur le travail signifiait qu'elle ne se souciait pas assez de lui ou de leur avenir commun. Le premier signe réel que quelque chose n'allait pas arriva un mardi soir d'octobre. Chloé était rentrée d'une longue journée à l'hôpital. Elle avait pratiqué 2 opérations sur des patients pédiatriques, passé 1 heure à conseiller une famille dont l'enfant avait été diagnostiqué diabétique, et était restée tard pour veiller sur un petit garçon qui se remettait d'une leucémie aiguë. Elle était fatiguée jusqu'à la moelle, de cette fatigue qui vient quand on donne tout ce qu'on a aux gens qu'on aime. Elle avait préparé le dîner préféré de Joseph, un ragoût de bœuf mijoté avec du pain frais. Et elle avait hâte de s'asseoir avec lui et d'être simplement ensemble, de profiter de la compagnie l'un de l'autre comme avant. Mais quand Joseph rentra, il y avait quelque chose de différent chez lui. Il semblait distant, préoccupé. Il picorait sa nourriture sans vraiment la goûter. Quand Chloé essaya de lui parler de sa journée, de la petite fille qui l'avait fait rire avec ses questions, il lui donna des réponses courtes et évasives. Finalement, Chloé posa sa fourchette et le regarda directement. « Joseph, qu'est-ce qui ne va pas ? Tu es silencieux toute la soirée. Tout va bien au travail. »
Joseph resta silencieux un long moment. Puis il dit quelque chose qui allait tout changer. Chloé, j'ai réfléchi à quelque chose et je dois t'en parler. Je pense que tu devrais envisager de quitter ton travail. Chloé le dévisagea comme s'il avait parlé une langue qu'elle ne comprenait pas. Pardon, quoi? Quitter mon travail? Joseph, j'aime mon travail. J'aide des enfants tous les jours. C'est ma vocation. C'est ce que je suis censé faire. Je sais que tu l'aimes, dit Joseph, et sa voix était calme, rationnelle, la voix d'un homme qui avait répété cette conversation plusieurs fois dans sa tête. Mais je pense que ça nous prend trop. Je pense que si tu prenais du recul, si tu étais plus à la maison, si tu te concentrais sur nous, sur la construction d'une famille, les choses pourraient être différentes. Peut-être que tu pourrais travailler à temps partiel. Ou peut-être que tu pourrais faire une pause de quelques années. Faire une pause de sauver la vie des enfants. La voix de Chloé monta malgré ses efforts pour rester calme. Joseph, je ne comprends pas. D'où cela vient-il? Nous en avons déjà parlé. Nous étions d'accord que ma carrière était importante. Nous étions d'accord que nous construisions nos vies ensemble, que nous trouverions une solution pour les enfants si et quand ça arriverait. Qu'est-ce qui a changé? Ma mère m'a parlé la semaine dernière, dit Joseph doucement. Elle a dit qu'elle avait pensé à nous, à notre mariage. Elle a dit qu'elle pense que la raison pour laquelle nous n'avons pas pu avoir d'enfants est que nous ne mettons pas notre famille en premier. Elle pense que si tu étais plus à la maison, si tu n'étais pas si stressé par le travail, ça pourrait arriver naturellement. Chloé sentit quelque chose se fissurer dans sa poitrine. Ta mère, Joseph. Ta mère me critique depuis des années. Elle n'a jamais été contente de moi parce que je ne suis pas enceinte. Et maintenant tu la laisses dicter nos décisions de vie. Tu l'écoutes au lieu de m'écouter, au lieu de croire en moi et en nous. Je t'écoute, dit Joseph, mais sa voix était défensive. J'essaie de trouver ce qui est le mieux pour notre avenir. Tout ce que je te demande, c'est d'y réfléchir. C'est tout. Juste d'y penser. Mais Chloé ne pouvait pas simplement y penser. Elle était blessée, en colère et confuse. Ils se disputèrent cette nuit-là. Une vraie dispute. Pas les légers désaccords qu'ils avaient habituellement, mais un vrai conflit où des choses douloureuses furent dites des deux côtés. Chloé accusa Joseph de ne pas soutenir ses rêves, de croire sa mère plutôt qu'en elle. Joseph l'accusa d'être égoïste, de se soucier plus de sa carrière que de leur mariage. Quand ils se couchèrent ce soir-là, ils dormaient dos à dos, aucun des deux ne voulant combler le fossé qui les séparait. Le lendemain matin, Chloé se réveilla avant Joseph et alla dans la salle de bain s'asperger le visage d'eau froide. Elle se regarda dans le miroir et reconnut à peine la femme qui la regardait. Ses yeux étaient rouges d'avoir pleuré, son visage bouffi. Elle n'avait jamais imaginé que son mariage puisse sembler si fragile, si menacé. Elle avait toujours cru que ce qu'elle et Joseph avaient été solides, assez forts pour surmonter n'importe quelle tempête. Mais maintenant, elle n'en était plus si sûre. Quand elle sortit de la salle de bain, Joseph était déjà réveillé. Il était assis sur le bord du lit, la tête dans les mains. Quand il l'entendit, il leva les yeux et elle put voir qu'il avait pleuré aussi. « Je suis désolé, dit-il. Je suis tellement désolé, Chloé. Je ne sais pas à quoi je pensais. Je ne veux pas que tu quittes ton travail. Je t'aime tellement, et je suis fière de toi. S'il te plaît, pardonne-moi. » Chloé s'assit à côté de lui et il la prit dans ses bras. Ils se serrèrent l'un contre l'autre et pleurèrent. Et pendant un instant, tout sembla pouvoir s'arranger. Joseph lui murmura à l'oreille qu'il l'aimait, qu'elle était tout pour lui, qu'il ne laisserait jamais sa mère ou qui que ce soit d'autre se mettre entre eux. Chloé le crut, parce qu'elle voulait le croire, parce qu'elle avait besoin de le croire. Et à ce moment-là, dans ses bras, elle pensa qu'ils avaient surmonté la tempête et en étaient sortis plus forts. Mais ce que Chloé ignorait, c'est que Joseph mentait. Ce qu'elle ignorait, c'est que même alors qu'il la tenait et lui murmurait des promesses, son esprit était déjà ailleurs. Il était déjà mentalement parti, prêt à la quitter. Il imaginait déjà une vie différente avec une femme différente. Les excuses étaient sincères sur le moment, mais son engagement à changer ne l'était pas. Il avait pris une décision, et cette décision allait le vider de l'intérieur, le transformer en un homme que sa femme ne reconnaîtrait plus. 3 semaines après cette nuit, le comportement de Joseph avait de nouveau complètement changé. Il était soudainement plus heureux, plus énergique, plus engagé dans le monde qui l'entourait. Chloé le remarqua et pensa que peut-être quelque chose avait changé au travail. Peut-être avait-il eu une promotion ou terminé un projet majeur. Elle était heureuse de le revoir sourire, heureuse de voir la tension quitter ses épaules. Elle lui posa la question et il lui dit que oui, le travail allait bien, qu'il y avait de nouvelles opportunités excitantes à venir. Il ne lui dit pas que l'une de ces opportunités s'appelait Suzanne Benson.
Suzanne Benson travaillait au département marketing de Coastal Oil Service. Elle avait 28 ans, soit 15 de moins que Joseph. Elle avait des cheveux foncés et épais qu'elle portait toujours lâches sur son dos. Elle avait ce genre de beauté qui faisait tourner les têtes, non pas parce qu'elle était nécessairement plus belle que d'autres femmes, mais parce qu'elle dégageait une énergie, une confiance qui la rendait remarquable. Elle savait toujours quoi dire pour faire rire les gens. Elle était toujours de bonne humeur. Elle était toujours disponible, toujours intéressée à passer du temps avec les hommes autour d'elle, flirtant juste assez pour garder leur attention sans jamais tout à fait franchir la ligne. Joseph avait remarqué Suzanne pour la première fois lors d'une réunion d'entreprise environ 2 mois avant cette terrible nuit de mardi, où il avait demandé à Chloé de quitter son travail. Il présentait les rapports trimestriels quand il la remarqua au fond de la salle, appuyée contre le mur, le regardant avec une intensité qui fit s'accélérer son pouls. Après la réunion, elle l'avait trouvé dans le couloir et l'avait complimenté sur sa présentation. C'était vraiment impressionnant, avait-elle dit en lui touchant légèrement le bras. Vous êtes un très bon orateur. Avez-vous déjà pensé à faire du coaching en prise de parole en public? Je pense que vous seriez très bon à ça. Joseph avait été flatté. À la maison, Chloé était fatiguée la plupart des soirs, concentrée sur ses patients, ses revues médicales et ses recherches. Elle n'avait pas l'énergie de le complimenter comme Suzanne l'avait fait. Elle n'avait pas le temps de lui faire sentir qu'il était la personne la plus importante de la pièce. Suzanne le faisait se sentir important. Suzanne le faisait se sentir vu. Il avait invité Suzanne à prendre un café, juste un café, une conversation innocente entre collègues. Elle avait d'abord refusé, ce qui l'avait rendu encore plus désireux, mais il fut persistant, et finalement elle avait dit oui. Ils s'étaient retrouvés dans un café près de leur bureau, et ils avaient parlé pendant 2 heures de tout et de rien. Les films qu'ils aimaient, les restaurants où ils étaient allés, les rêves de voyage qu'ils partageaient. C'était exaltant et dangereux d'une manière que le mariage de Joseph n'avait jamais été. Au cours des semaines suivantes, Joseph avait organisé d'autres rencontres avec Suzanne. Il l'avait invitée à déjeuner, avait trouvé des raisons de travailler tard quand il savait qu'elle serait au bureau, lui avait envoyé des SMS sur des sujets professionnels qui auraient pu être facilement traités par email. Et Suzanne avait accueilli toute cette attention. Elle avait flirté en retour, lui avait touché le bras en lui parlant, avait mentionné plusieurs fois à quel point elle se sentait seule en ville, comment elle souhaitait d'avoir quelqu'un avec qui passer du temps. Puis, environ 3 semaines avant cette dispute avec Chloé, quelque chose avait basculé. Joseph avait finalement demandé directement à Suzanne si elle avait un quelconque intérêt pour lui sur le plan romantique. Suzanne avait ri. Joseph, tu es marié. Je ne m'amuse pas avec les hommes mariés. Ce n'est tout simplement pas mon genre. Joseph avait été dévasté. Il était rentré chez lui ce soir-là et avait regardé sa femme dormir dans leur lit, et il s'était senti piégé. Il avait eu l'impression d'étouffer dans une vie qui ne le rendait plus heureux. Mais ensuite, après sa dispute avec Chloé et ses excuses ultérieures, Suzanne l'avait de nouveau approché. Elle lui avait dit qu'elle avait réfléchi à sa proposition, qu'elle était attirée par lui, mais qu'elle se sentait en conflit à cause de son mariage. Puis elle avait dit quelque chose qui avait changé la trajectoire de toute sa vie. Si les choses changent un jour, si jamais tu redeviens célibataire, alors peut-être que nous pourrions voir où cela nous mène. Ce commentaire, cette petite ouverture, était devenue la chose sur laquelle Joseph se concentrait. C'est à ce moment-là qu'il commença à envisager sérieusement de quitter Chloé. C'est là que la graine de la trahison fut plantée et commença à prendre racine. Il commença à passer plus de temps avec Suzanne. Il commença à faire des plans sur la façon dont il pourrait quitter son mariage. Il commença à répéter mentalement la conversation avec Chloé, celle où il lui dirait qu'il n'était pas heureux, qu'il voulait un divorce, qu'il voulait commencer une nouvelle vie. Mais Joseph était un lâche. Il ne pouvait pas affronter Chloé directement. Il ne pouvait pas lui dire la vérité. Qu'il avait rencontré quelqu'un d'autre. Qu'il ne l'aimait plus. Qu'il voulait partir. Au lieu de cela, il décida de créer une excuse qui lui permettrait de disparaître sans avoir à avoir une conversation difficile. Il décida de simuler une mission de travail. Un matin de début mars, environ 3 semaines après sa réconciliation avec Chloé, Joseph se réveilla avant l'aube. Il sortit du lit avec précaution pour ne pas réveiller sa femme. Il alla dans le placard de la chambre et commença à faire une valise. Il travaillait silencieusement et méthodiquement, choisissant des vêtements, des articles de toilette, des documents importants. Son cœur battait à tout rompre dans sa poitrine et ses mains tremblaient, mais il ne s'arrêta pas. Il le faisait. Il allait vraiment partir. Quand Chloé se réveilla environ 1 heure plus tard, elle trouva Joseph dans le salon avec sa valise près de la porte. Elle était confuse et groggy de sommeil. « Qu'est-ce que tu fais » demanda-t-elle. « Pourquoi fais-tu tes valises »
Joseph avait répété ce mensonge tant de fois qu'il sortit de manière fluide, convaincante. J'ai reçu un appel de mon patron hier soir. Il y a eu une situation d'urgence dans l'une de nos installations hors de l'État. Ils ont besoin de managers expérimentés pour aller évaluer la situation. Ce sera une mission à long terme, probablement environ 6 mois. Je suis tellement désolée, chérie. Je sais que c'est soudain, mais je dois y aller. Je dois faire mes valises et prendre un vol ce matin. Le visage de Chloé se décomposa. 6 mois. Joseph, c'est si long. Quel genre d'urgence? Pourquoi ne m'as-tu pas réveillé pour me le dire? Je ne voulais pas te réveiller. J'allais t'appeler de l'aéroport pour tout expliquer. Il y a eu un problème d'infrastructure et ils doivent trouver comment le gérer sans affecter les opérations. C'est compliqué et ils veulent que je sois là pour superviser personnellement. Je suis désolée, mon amour. Je déteste te quitter comme ça, mais tu sais à quel point c'est important pour ma carrière. Chloé se réveillait encore, traitant encore ce qu'elle entendait. À un certain niveau, quelque chose ne semblait pas juste. Il y avait une fausseté dans cette explication qui la taraudait, mais elle n'était pas assez alerte pour comprendre ce que c'était. « Quand reviendras-tu » demanda-t-elle. « Pourras-tu m'appeler tous les jours » ? « Je ne sais pas si j'aurai un service régulier, » dit Joseph. Et le mensonge venait plus facilement maintenant qu'il avait commencé. « La région est assez isolée, mais je te contacterai quand je pourrai. C'est temporaire, Chloé. 6 mois passeront vite et puis je serai à la maison. Tout ira bien. Nous irons bien. » Il lui donna un baiser sur le front, puis il prit sa valise et sortit. Chloé resta dans le salon en pyjama et le regarda partir. Elle voulait le rappeler, l'arrêter, voulait quelque chose pour expliquer pourquoi son instinct criait que quelque chose n'allait pas du tout. Mais elle ne dit rien. Elle le regarda simplement partir. Et puis elle retourna au lit et essaya de s'endormir, mais le sommeil ne vint pas. 3 jours passèrent sans aucun contact de Joseph. Chloé dit aux gens au travail que son mari était en déplacement professionnel et elle essaya de continuer sa vie comme si tout était normal. Mais à l'intérieur, elle commençait à ressentir un malaise qui grandissait d'heure en heure. Elle appela le portable de Joseph plusieurs fois, mais tomba directement sur la messagerie vocale. Elle lui envoya des SMS demandant s'il était bien arrivé, demandant un numéro où elle pourrait le joindre, lui demandant de lui faire savoir qu'il allait bien. Au 4e jour, la panique s'installa. Chloé appela l'entreprise de Joseph et demanda à parler à quelqu'un de son département. La personne à qui elle parla, une femme nommée Margaret des ressources humaines, sembla confuse quand Chloé posa des questions sur la mission de Joseph. « Quelle mission ?» demanda Margaret. « Joseph est ici. Il est à son bureau en ce moment. Il est venu travailler ce matin à son heure habituelle. » Le sol sembla se dérober sous les pieds de Chloé. La pièce tangua. Elle demanda à Margaret si elle était absolument sûre, s'il y avait la moindre possibilité que Margaret se trompe. Margaret l'assura qu'elle était certaine. En fait, Margaret allait aller vérifier auprès de Joseph tout de suite si Chloé le voulait. En quelques minutes, Margaret revint au téléphone et confirma que oui, Joseph était bien au bureau et non, aucune mission n'avait été mentionnée à qui que ce soit dans son département. Chloé raccrocha et resta assise, fixant le téléphone dans ses mains. Son esprit tournait à toute vitesse, essayant de donner un sens à ce qu'elle venait d'entendre. Soit Joseph lui avait menti au sujet de sa mission, soit quelque chose de terrible lui était arrivé. Mais s'il avait menti, alors pourquoi? Où était-il? Avec qui était-il? Elle rappela son portable et cette fois, il répondit. Sa voix était prudente quand il entendit la sienne. « Bonjour, Joseph. Où es-tu » La voix de Chloé tremblait. « Je viens d'appeler ton travail et ils ont dit que tu es au bureau. Tu m'as dit que tu partais hors de l'État pour 6 mois. Que se passe-t-il » Il y eut un long silence à l'autre bout du fil. Chloé pouvait entendre du bruit en arrière-plan. La circulation peut-être, ou des voix. Finalement, Joseph parla et sa voix était différente maintenant. Froide, distante, dépourvue de la chaleur qu'elle avait connue pendant 25 ans. « Chloé, je ne peux pas faire ça maintenant. Je suis occupée. Je te contacterai quand je pourrai. N'appelle plus mon travail. » « Joseph, s'il te plaît, » commença-t-elle. Mais il avait déjà raccroché. Chloé resta là, le téléphone à l'oreille, écoutant la tonalité. Et pour la première fois, elle commença à comprendre que son mari ne reviendrait pas. Que l'homme qu'elle avait aimé pendant 25 ans, l'homme avec qui elle avait construit une vie, disparaissait de son existence sans explication, sans pitié, sans aucun égard pour les vœux qu'il lui avait faits. Au cours des 3 mois suivants, Chloé connut une dévastation émotionnelle qu'elle n'aurait jamais imaginée possible. Elle allait au travail.
Elle s'occupait de ses patients. Elle souriait quand il le fallait. Mais à l'intérieur, elle s'effondrait. Elle perdit du poids sans essayer. Elle n'avait pas d'appétit, ne pouvait rien avaler, ne sentait que le goût de la cendre dans sa bouche. Elle restait éveillée la nuit, fixant le plafond, rejouant les conversations avec Joseph, essayant de comprendre où tout avait mal tourné, essayant de comprendre comment elle avait manqué les signes que son mariage touchait à sa fin. Elle appela Joseph à plusieurs reprises, mais il ne répondit jamais. Elle lui envoya des SMS qui restèrent sans réponse. Elle essaya de le contacter par son email professionnel, mais il ne répondit pas. C'était comme s'il avait décidé de l'effacer complètement de sa vie. Puis, environ 2 semaines après ce dernier appel téléphonique, elle reçut un SMS de sa part. Il disait simplement, « S'il te plaît, passe à autre chose. Je suis bien maintenant, et j'ai besoin que tu respectes ma décision. Ne m'appelle plus. » Ces mots, ce message clinique et froid, brisèrent quelque chose en elle. Elle s'assit sur le sol de sa chambre et pleura. Pas les douces larmes de la tristesse, mais des sanglots profonds et déchirants qui semblaient venir du plus profond de son être, d'un lieu de douleur si profonde qu'elle se demanda si elle serait un jour à nouveau entière. L'homme qu'elle avait aimé pendant 25 ans, l'homme avec qui elle avait promis de passer le reste de sa vie, lui disait de passer à autre chose comme si leur mariage entier n'était qu'un inconvénient mineur, une relation qui pouvait être jetée comme le journal de la veille. Elle appela sa meilleure amie, une femme nommée Diane, qui travaillait avec elle à l'hôpital, et lui raconta tout. Diane vint ce soir-là avec de la glace et des mouchoirs, et elle serra Chloé dans ses bras pendant qu'elle pleurait. « Je ne comprends pas », répétait Chloé sans cesse, comme un disque rayé, comme une prière sans réponse. « Je ne comprends pas ce que j'ai fait de mal. Je ne comprends pas comment il peut simplement disparaître comme ça. Je ne comprends pas comment quelqu'un peut vous regarder dans les yeux et promettre l'éternité, puis s'en aller sans explication. Je ne comprends pas. » Diane n'avait pas de réponse pour elle. Personne n'avait de réponse pour elle, car il n'y avait pas de bonne réponse. Parfois, les gens choisissent simplement de trahir ceux qui les aiment le plus. Parfois, les gens décident que la solution de facilité est meilleure que d'affronter leurs problèmes. Parfois, les gens deviennent des étrangers à eux-mêmes, et ce faisant, ils deviennent des étrangers pour ceux qui les aiment. Les jours qui suivirent furent un brouillard de douleur et de confusion. Chloé traversait les gestes de sa vie comme un automate, une poupée mécanique accomplissant des actions prédéterminées. Elle se réveillait le matin et fixait le plafond pendant 1 heure, incapable de trouver l'énergie de sortir du lit. Puis, d'une manière ou d'une autre, elle se forçait à se lever. Elle se douchait, bien que l'eau lui semblât comme des aiguilles sur la peau. Elle s'habillait avec des vêtements qui flottaient sur sa silhouette amaigrie. Elle se rendait à l'hôpital. Au travail, elle était un fantôme. Ses collègues lui demandaient si elle allait bien, et elle leur donnait des réponses courtes. Oui, ça va, juste fatiguée. Ils ne la croyaient pas, mais ils n'insistaient pas. Ils voyaient que quelque chose de fondamental avait changé chez Chloé Brox, quelque chose qui avait été brisé et qui ne pourrait peut-être jamais être réparé. Mais elle faisait quand même son travail. Elle examinait des enfants avec son stéthoscope pressé contre leur poitrine. Elle regardait dans leurs oreilles et au fond de leur gorge. Elle écrivait des ordonnances. Elle posait des diagnostics. Elle sauvait des vies alors que la sienne s'effondrait autour d'elle. La nuit, elle rentrait dans une maison vide qui semblait trop grande, trop silencieuse, trop pleine de souvenirs. Elle se tenait dans la cuisine et regardait la cuisinière où elle avait préparé les plats préférés de Joseph. Elle traversait le salon où ils avaient regardé des films ensemble le dimanche soir, son bras autour de ses épaules, sa tête contre sa poitrine. Elle passait devant la chambre où ils avaient dormi ensemble, où elle s'était sentie en sécurité et aimée, et elle se demandait si tout cela avait jamais été réel. L'avait-il jamais vraiment aimée, ou avait-il compté les jours, attendant une excuse pour partir, attendant que quelqu'un de plus jeune et de plus excitant arrive? Elle décida de faire quelque chose qu'elle n'avait jamais fait auparavant dans son mariage. Elle décida de le suivre. Cela semblait mal, comme une violation de la confiance qui était censée exister entre mari et femme. Mais cette confiance avait déjà été brisée. Que restait-il à protéger? Un jeudi soir, elle quitta le travail et se rendit non pas chez elle, mais à l'immeuble de bureau où travaillait Joseph. Elle se gara à un endroit où elle pouvait voir l'entrée principale, et elle attendit. 1 heure passa. Puis 2 heures. Son cœur battait à tout rompre dans sa poitrine. Ses mains étaient moites sur le volant. Elle était terrifiée et exaltée en même temps. Terrifiée de ce qu'elle pourrait découvrir, exaltée de prendre une sorte d'initiative au lieu de rester assise à la maison à pleurer. Puis elle le vit. Joseph sortit de l'immeuble avec une femme qu'elle ne reconnut pas. La femme était jeune, probablement dans la fin de la vingtaine, avec de longs cheveux noirs et une démarche assurée. Elle riait de quelque chose que Joseph avait dit,
sa main sur son bras. Et Joseph souriait. Il souriait vraiment. Il avait l'air heureux. Il avait l'air d'un homme sans souci au monde. Comme un homme qui n'était pas marié. Comme un homme qui ne venait pas de détruire la vie de sa femme. Chloé les regarda se diriger vers le parking ensemble. Elle les regarda se tenir à côté d'une voiture argentée et continuer à parler. Elle les regarda se dire au revoir, non sans que la femme ne se penche pour embrasser Joseph sur la joue. Et puis Chloé démarra sa voiture et s'éloigna, car elle ne pouvait plus supporter de voir. Elle ne pouvait pas supporter de voir la preuve de sa trahison de ses propres yeux. Elle rentra chez elle dans un état second, son esprit rejouant cette scène encore et encore. Joseph souriant, Joseph ayant l'air heureux. Joseph avec une autre femme, la main de la femme sur son bras, le baiser sur sa joue. Quand elle rentra chez elle, elle s'assit sur le canapé et fit quelque chose qu'elle n'avait pas fait depuis sa première crise. Elle arrêta de pleurer. Les larmes séchèrent. La douleur se cristallisa en quelque chose de plus dur, de plus froid. Et à ce moment-là, Chloé Brox prit une décision. Elle n'allait pas supplier Joseph de rentrer. Elle n'allait plus l'appeler. Elle n'allait pas s'asseoir près du téléphone en attendant qu'il la contacte. Elle n'allait pas passer le reste de sa vie à se demander ce qu'elle avait fait de mal ou comment elle pourrait réparer ce mariage brisé. Au lieu de cela, elle allait survivre. Elle allait endurer. Elle allait trouver ce qui viendrait ensuite, et elle le ferait seule si nécessaire. Car une chose était devenue claire pour elle. Joseph avait fait son choix. Il avait choisi quelqu'un d'autre. Il avait choisi de la quitter. Et maintenant, elle allait devoir apprendre à être seule. Un vendredi après-midi, exactement un mois après que Chloé ait suivi Joseph jusqu'au parking, son téléphone sonna. Son cœur bondit. Peut-être était-ce Joseph qui la contactait enfin, prêt à parler. Mais quand elle regarda l'écran, son espoir mourut immédiatement. S'il te plaît, passe à autre chose. Je suis bien maintenant, et j'ai besoin que tu respectes ma décision. Ne m'appelle plus. Ces quelques mots détruisirent ce qui restait de son âme. Elle s'assit lourdement sur le sol de la cuisine, l'écran du message brillant devant son visage. Et elle le lut encore et encore, comme si le lire à plusieurs reprises allait en changer le sens. Il était bien, comme si cela avait de l'importance, comme si son confort était plus important que sa souffrance. Ce soir-là, sa sonnette retentit. Chloé alla à la porte et l'ouvrit pour trouver Jerry Reeves sur son porche. Mais ce n'était pas le Jerry qu'elle avait connu. Ce Jerry avait l'air brisé. Ses cheveux étaient en désordre, ses yeux rouges et gonflés. « Jerry », dit Chloé, l'inquiétude l'envahissant malgré sa propre douleur. « Qu'est-ce qui ne va pas ? Entre. Est-ce que ça va ?» Jerry entra lentement. « J'ai entendu quelque chose aujourd'hui, » dit-il, sa voix rauque. « Et je n'y ai pas cru au début, alors j'ai appelé Joseph et je l'ai forcé à me dire la vérité. Chloé, je suis tellement désolée. Je suis tellement désolée de devoir être celui qui te le dit. » Me dire quoi ? La voix de Chloé était à peine un murmure. « Jerry, qu'as-tu entendu ? » Joseph se marie, dit Jerry. Il se marie le mois prochain et je devais venir te le dire en personne parce que tu mérites de le savoir. Tu mérites de l'entendre de quelqu'un qui se soucie de toi. Chloé sentit la pièce tourner. Elle comprenait les mots que Jerry disait, mais assemblés, ils n'avaient aucun sens. Joseph était marié avec elle. Il ne pouvait pas simplement épouser quelqu'un d'autre sans divorce. « Ce n'est pas possible, » dit Chloé lentement. « Nous sommes toujours mariés, Jerry. Il ne peut pas épouser quelqu'un d'autre alors qu'il est marié avec moi. »« Je sais, » dit Jerry, et sa voix était pleine de colère maintenant, une colère dirigée contre son frère. « Je sais ça. Et je pense que Joseph le sait aussi. Je ne sais pas à quoi il pense. Tout ce que je sais, c'est qu'il m'a dit que le mariage est prévu pour le 15 juin à l'église Sainte-Catherine et qu'il le fait. » « Qui épouse-t-il » demanda Chloé, bien qu'elle pensât déjà connaître la réponse. « C'est la femme que j'ai vue avec lui sur le parking, n'est-ce pas ?» Jerry hocha lentement la tête. Son nom est Suzanne Benson. Elle travaille au service marketing de son entreprise. Puis Jerry fit une pause et déglutit difficilement, comme s'il se préparait à dire quelque chose d'encore pire. « Chloé, il y a autre chose que tu dois savoir. Suzanne Benson. Je pense que c'est la même Suzanne Benson qui sortait avec moi. Nous nous sommes rencontrés il y a environ 1 an. J'envisageais de lui demander de m'épouser, mais ensuite elle m'a simplement quitté. Elle a dit qu'elle avait rencontré quelqu'un d'autre, quelqu'un avec plus d'opportunités. Et je pense que cette quelqu'un d'autre était Joseph. » Le monde sembla basculer sur son axe. Non seulement Joseph l'avait quitté pour une autre femme, mais il l'avait quitté pour la petite amie de son propre frère.
Il avait trahi non seulement sa femme, mais aussi son propre frère. La cruauté de l'acte était presque incompréhensible. « Oh, Jerry », murmura Chloé, tendant la main et prenant la sienne. « Je suis tellement désolée. »« Je suis désolée pour toi », dit Jerry en lui serrant la main. « C'est toi l'innocente ici, Chloé. » Ils restèrent assis en silence pendant un long moment, deux personnes unies par la trahison de l'homme en qui ils avaient tous deux eu confiance. Et dans ce silence, quelque chose changea. Chloé réalisa qu'elle n'était pas seule dans cette épreuve. « Qu'est-ce que tu vas faire ?» demanda finalement Jerry. « Vas-tu le laisser se marier comme si de rien n'était ?» Chloé réfléchit attentivement à cette question. Elle pouvait ne rien faire. Ou elle pouvait faire quelque chose. Elle pouvait faire connaître sa présence. Elle pouvait forcer Joseph à affronter ce qu'il avait fait. « Je vais aller à ce mariage », dit Chloé lentement, les mots prenant forme à mesure qu'elle les prononçait. « Et tu vas venir avec moi. Si Joseph a l'audace de nous trahir tous les deux, alors nous avons l'audace de nous assurer qu'il sait que nous connaissons la vérité. Nous entrerons dans cette église ensemble et nous nous assiérons au fond. Et nous verrons s'il peut encore sourire et prétendre que tout va bien dans le monde. » Jerry la regarda avec une sorte d'admiration. « Tu es sûre ? Ça va être douloureux. »« C'est déjà douloureux, » dit Chloé. « Mais au moins, de cette manière, la douleur aura un but. » Au cours des 4 semaines suivantes, Chloé et Jerry nouèrent un lien qui se renforça de jour en jour. Et puis le 15 juin arriva. L'église était magnifique. Chloé et Jerry arrivèrent environ 15 minutes avant le début de la cérémonie. Ils s'assirent au dernier rang, cachés dans l'ombre. Le cœur de Chloé battait si fort qu'elle pouvait à peine respirer. La musique commença, la marche nuptiale traditionnelle, et tout le monde se leva. Susan Benson apparut au fond de l'église, éblouissante dans une robe de mariée blanche. Puis, Joseph apparut à l'autel, et le souffle de Chloé se coupa. Il avait l'air beau, heureux, comme un homme sans souci au monde. Et à ce moment-là, la colère qui couvait dans la poitrine de Chloé depuis un mois explosa. Suzanne commença à remonter l'allée, et le prêtre commença à parler. Puis vint le moment qui allait tout changer. Le prêtre était sur le point de demander si quelqu'un s'opposait au mariage. C'est à ce moment que les portes du fond de l'église s'ouvrirent. Chloé et Jerry se levèrent. Ils se levèrent lentement, délibérément, s'assurant que tout le monde dans l'église puisse les voir. Et ensemble, ils commencèrent à remonter l'allée vers l'autel. Le visage de Joseph devint blanc. Chloé put voir le moment exact où il la reconnut, le moment exact où son monde commença à s'effondrer. Mais Chloé ne regardait pas Joseph. Elle regardait Susan Benson. Et quand Susan reconnut Jerry, son visage se transforma. Son sourire mourut. Sa peau devint pâle. « Salut, Susan », dit Jerry, sa voix calme et stable alors qu'il s'arrêtait à quelques pas de l'autel. Le prêtre semblait complètement déconcerté. « Je suis désolé. Que se passe-t-il ici? Avez-vous une objection à ce mariage ?» Chloé se avança. « Oui, » dit-elle, sa voix claire et forte, plus forte qu'elle ne l'avait sentie depuis des mois. « J'ai une objection. Cet homme est déjà marié. Avec moi. Je m'appelle Chloé Brox Reeves et je suis mariée à Joseph Reeves depuis 25 ans. Il n'a pas pris la peine de demander le divorce. » L'église sombra dans le chaos. Suzanne avait lâché la main de Joseph et s'éloignait de lui, le visage un masque de choc et de trahison. Joseph semblait vouloir disparaître dans le sol. « Est-ce vrai, Joseph ?» demanda le prêtre. « Êtes-vous déjà marié ?» La bouche de Joseph s'ouvrit et se ferma sans qu'aucun son ne sorte. Il regarda Chloé, puis Suzanne, puis Jerry, et de nouveau Chloé. Et à ce moment-là, il sembla que la réalité de ce qu'il avait fait s'abattait enfin sur lui. « Oui, » balbutia-t-il. « Je suis marié. J'étais marié. Je ne pensais pas. » « Tu ne pensais pas quoi, Joseph ?» La voix de Chloé était tranchante comme une lame. « Tu ne pensais pas que je le découvrirais un jour ? Tu ne pensais pas que ta femme de 25 en méritait mieux ? Tu m'as dit que tu étais divorcée, dit Suzanne, la voix tremblante. Tu m'as menti. » Suzanne se retourna et remonta l'allée, loin de l'autel, loin de Joseph, loin du mariage qui n'aurait pas lieu. Joseph resta seul à l'autel, son costume de mariage soudainement ridicule. Il regarda Chloé, et dans cet instant, elle vit toute l'étendue de sa chute. Elle vit l'homme qu'elle avait aimé se transformer en quelqu'un qu'elle ne reconnaissait pas. Alors que Chloé et Jerry se retournaient pour remonter l'allée, sortir de l'église, retourner à la lumière du soleil, Chloé réalisa que quelque chose en elle avait changé. Le poids qui lui écrasait la poitrine depuis 3 mois ne s'était pas entièrement dissipé, mais il s'était allégé.
Non pas parce que sa douleur avait disparu, mais parce qu'elle avait enfin fait quelque chose à ce sujet. Dans les semaines et les mois qui suivirent, Chloé commença à prendre soin d'elle. Elle recommença à manger, à faire de l'exercice, à se concentrer sur sa carrière. Mais elle réalisa aussi que Jerry, qui était devenu une présence constante dans sa vie, devenait plus qu'un ami. Il lui avoua ses sentiments, mais Chloé, bien que reconnaissante, ne les partageait pas. Elle lui expliqua gentiment qu'elle avait besoin de temps pour se reconstruire seule. C'est pendant cette période que quelque chose d'extraordinaire se produisit. Sur un coup de tête, Chloé acheta un billet de loterie. Une semaine plus tard, elle découvrit qu'elle avait gagné 147 millions de dollars. Sa vie, qui avait semblé si fragile, venait d'être transformée en un instant. La nouvelle de son gain se répandit rapidement. Jerry, qui avait été distant, redevint soudain très intéressé, suggérant des investissements, des voyages, un avenir commun. Chloé comprit avec une profonde tristesse qu'il n'était pas intéressé par elle, mais par son argent. Elle le confronta calmement et lui dit qu'il n'obtiendrait pas un seul dollar. Jerry, furieux, révéla sa vraie nature amère et égoïste avant de partir pour de bon. Chloé commença à vivre une vie qui lui appartenait vraiment. Elle voyagea, redécouvrit le monde et elle-même. Finalement, elle rencontra Leonard Webb, un enseignant à la retraite, un homme gentil dont les yeux ne voyaient pas sa fortune, mais la femme résiliente, intelligente et compatissante qu'elle était. Ils tombèrent amoureux lentement, sûrement. Leur amour était basé sur la vérité et le respect mutuel. 1 an plus tard, ils se marièrent lors d'une cérémonie simple et intime. Pendant ce temps, le karma suivait son cours. La carrière de Joseph stagna, sa réputation ruinée par le scandale. Il vieillit prématurément, devenant un homme aigri et seul. Jerry, de son côté, s'associa avec Susan Benson. Leur amertume mutuelle les conduisit sur une voie criminelle. Ils escroquèrent de nombreuses personnes jusqu'à ce que leur chance tourne. Ils furent arrêtés, jugés et condamnés à de lourdes peines de prison. Des années plus tard, Barbara Reeves, la mère de Joseph, maintenant âgée et seule, contacta Chloé. Sans hésitation, Chloé, la femme que Barbara avait tant méprisée, l'accueillit chez elle et Léonard, prenant soin d'elle dans ces dernières années. Avant de mourir, Barbara s'excusa. « J'avais tort à ton sujet. C'est Joseph qui n'était pas assez bien pour toi. » Un jour, Joseph se présenta à la porte de Chloé. Il avait l'air terrible, un homme brisé par les regrets. Il s'excusa sincèrement. Chloé l'écouta, et bien qu'elle crût en sa sincérité, elle lui dit calmement « J'apprécie tes excuses, Joseph, mais elles n'effacent pas ce que tu as fait. J'ai refait ma vie. Je suis heureuse. Et je ne veux pas que tu fasses partie de cette vie. » Avant qu'il ne parte, elle ajouta « Ta mère vit avec moi. Je prends soin d'elle. Tu devrais savoir ça. » Le poids de la honte sembla écraser encore plus Joseph. Chloé continua sa vie paisible avec Léonard, utilisant sa fortune pour aider les enfants malades. Elle n'éprouvait plus de colère, seulement une profonde tristesse pour les hommes qui avaient fait de si mauvais choix. La douleur qu'elle avait endurée lui avait appris qu'elle était vraiment une femme forte, capable de survivre à la trahison et de choisir la bonté, encore et toujours. Cette histoire nous rappelle que nos choix façonnent nos vies et celles des autres. La véritable force ne réside pas dans l'absence de blessures, mais dans la capacité à se reconstruire, à pardonner, et à choisir la lumière, même après avoir traversé les plus sombres ténèbres.